Mes plus beaux souvenirs d'enfance, c'était très bref parce que mon père étant militaire de carrière, on voyageait beaucoup. Alors on se trouvait toujours éloigné de la famille. Mais c'était quand je retrouvais la ferme où mon grand-père travaillait parce qu'elle n'était pas à lui. Et puis la famille, quand on retrouvait ou bien dans mon village, la fête du village qui avait lieu chaque année, et le village où je suis née, et puis où je retrouvais tous mes cousins, toutes les cousines, on était vraiment tout en famille. Ce sont les plus beaux souvenirs, on va dire, d'enfance en Algérie, puisque j'ai passé toute mon enfance en Algérie et même j'ai eu 2 enfants, mes 2 filles sont nées en Algérie, alors c'est là que sont mes plus beaux souvenirs. Et puis aussi la Méditerranée, quand on allait au bord de la mer, c'est à tel point que cet été je veux faire une croisière en Méditerranée. C'est déjà amorcé. Oh, c'est vraiment... Puis est-ce que c'est vous qui l'organisez ou c'est avec... Non, c'est-à-dire que c'est moi qui ai eu l'idée de suivre. Mon fils avec sa future épouse, avait envie de faire un voyage. Et quand j'ai vendu la maison, je leur ai fait des gros cadeaux. Alors ils avaient décidé qu'ils s'offraient cette croisière. Et puis ensuite, moi, j'ai dit à ma fille, ça te tenterait qu'on y aille avec Bruno. Donc, on s'est ajouté à la famille, ma fille et moi. Puis ma fille, elle a embrigadé son fils, mon petit-fils. Et puis ma nièce, une de mes nièces, la fille de ma sœur. Et puis, ça a fait boule de neige. Et ma nièce qui est en France, qui vit en France, va venir nous rejoindre aussi dans la même croisière. Alors, on va être une bonne dizaine, toute la famille très, très proche. Puis comme vous dites que votre père était militaire, ce qui faisait en sorte que vous déménagiez souvent. On déménageait souvent, puis il a fait la guerre de 39-45, il a fait l'Indochine, il a fait les émeutes en Algérie et tout ça, là. Alors, il était souvent, la caserne était un petit peu éloignée de l'endroit où nous habitions, mais on pouvait pas toujours déménager proche parce que les mutations, ça allait de temps en temps, on le mettait à droite, de temps en temps, on le mettait à gauche, et puis, c'était comme ça. Est-ce que ça le fait en sorte que c'était plus votre mère qui occupait les 2 rôles? Oui. Et de façon un peu trop magistrale. C'était un peu militaire à la maison. Oui. C'était vraiment le gendarme de service. Vous étiez une famille de combien? On était 4 enfants. Je suis la 2e. Et je les ai tous perdus. Ils ont tous parti avant moi. Fait qu'ils sont morts quand même jeunes. Oui. Et on a émigré tous au Canada. Tous les frères et sœurs, on a émigré tous ensemble au Canada quand il a fallu partir d'Algérie. Est-ce que vous pouvez me parler de ça, de pourquoi que vous avez dû quitter l'Algérie? Pourquoi? Parce que c'était la valise. Ils nous les avaient placardé ça sur les murs. La valise ou le cercueil. Alors nous, on a choisi la valise. Et encore, en tant qu'enseignante, De Gaulle nous avait vendu dans les accords d'Évian et on n'avait pas le droit de quitter notre poste d'enseignant parce qu'il fallait assurer les écoles. Alors moi, j'ai quitté l'Algérie avec un bébé de 8 mois et une petite fille de 3 ans, toute seule, en laissant mon mari derrière, parce qu'il était, lui, directeur d'école et il pouvait pas dire qu'il n'était pas enseignant. Moi, j'ai dit que je n'étais pas enseignante et je suis partie avec mes 2 filles. Quand on est arrivé en France, on a été reçus comme des chiens dans un jeu de quilles.
Alors, j'ai pris le train à Marseille et je me suis dirigée vers l'Espagne, où on avait des cousins, on avait de la famille encore, des cousins très éloignés, mais très chaleureux. Et j'ai attendu que mon mari puisse sortir d'Algérie, en espérant qu'il puisse le faire, vivant. Oui. Parce qu'il y avait des poignards à chaque coin de rue, pour tuer le plus de Français possible. Et De Gaulle a interdit, quand il y a eu le massacre à Oran, de tous les pieds noirs. Je sais pas si, j'espère que vous savez ce que c'est que les pieds noirs sont les Français, les Italiens, les Espagnols qui ont vécu en Algérie et qui ont fait de cette terre un pays. Parce qu'il y avait pas d'hôpitaux, il y avait pas d'école, il y avait rien du tout. Alors, nous avons fait de cette terre un pays. Et puis après, De Gaulle a décidé que l'Algérie était aux Algériens. Alors, l'Algérien qui n'avait pas tué son petit Français, il s'est dépêché de le faire, hein, pour être du bon côté de la... C'est triste, mais maintenant, on a tellement d'Algériens qui reconnaissent que, parce qu'ils sont dans la misère noire, parce qu'ils émigrent partout eux aussi. Il n'y a pas de travail, c'est des profiteurs qui profitent du pétrole et qui s'engraissent sur le dos de la populace. De l'Espagne, j'ai attendu que mon mari sorte d'Algérie. Et là, mon mari, à un moment donné, a pu sortir. Il est descendu en Espagne. On est resté 3 heures ensemble. Et puis, il a repris le train le soir de nuit et il est remonté jusqu'au Havre et il a pris le bateau pour le Canada. Parce qu'il faut dire qu'on avait quitté l'Algérie avec notre visa pour le Canada dans la poche. Vous étiez préparée. Je me suis fiancée à 17 ans. J'ai rencontré mon mari à 17 ans. On s'est fiancés. On est restés 5 ans fiancés. Puis pendant les 5 ans de fiançailles, mon mari me répétait toujours, on ne reste pas ici, on ne peut pas rester ici. C'est fini pour nous. On part au Canada. Ça a été, je le savais au départ, tout le temps. Il avait cette idée, puis... Et mon mari, quand il est arrivé ici, il a eu une très belle carrière, parce que d'abord, il a enseigné tout de suite au Lac-Saint-Jean, puis après à Pointe-Claire. Et tout de suite, on lui a offert le poste de directeur de la Cité des Jeunes de Vaudreuil. Ça a été le premier principal de la Cité des Jeunes de Vaudreuil. Et ensuite, il a été membre du Conseil supérieur de l'éducation pendant 2 mandats. Et il a terminé sa carrière comme directeur pédagogique de toute la régionale Vaudreuil-Soulanges. Et moi, j'ai enseigné pendant 20 et quelques années à l'école Lalande à Roxborough. Moi, j'enseignais en maternelle. J'adorais les tout-petits. Et les tout-petits m'adoraient parce que j'en ai rencontré 2 ou 3 qui m'ont sauté au cou avec les larmes aux yeux. C'est des beaux souvenirs. J'ai pas de regrets. J'avais un mari exceptionnel. On a vécu un amour magnifique. 5 ans de fiançailles et 62 ans de mariage. C'est très rare de nos jours, hein? Que ça perdure. Et c'était la communion parfaite. Qu'est-ce qui fait, vous croyez, que c'était la communion parfaite? Oh,
mon mari ne me parlait pas de son travail quand il avait des difficultés. Jamais. Mais on avait toutes sortes de plaisirs, tout ce qu'on aimait. Il m'a initié à la musique classique, il m'a initié au jazz d'après-guerre. J'aimais tout ce qu'il aimait. Et on s'entendait. Mon mari signait son chèque de paye et me le donnait. Parce qu'il savait que je l'utiliserais à bon escient. Et à un moment donné, il regardait les bateaux à chaque exposition. Et il regardait les bateaux. Alors, pour ses 50 ans, je lui ai dit, tu en veux un bateau? On peut l'acheter. Alors, pour ses 50 ans, on a acheté un grand voilier de 30 pieds. Puis on a fait 20 ans de voile dans le lac Saint-Louis. Tous les deux ensemble. Mon mari n'est jamais sorti sans moi. Quand il était en retard, qu'il y avait une réunion de professeurs ou n'importe quoi, sa secrétaire m'appelait tout de suite et me disait « Madame Gonzalez, vous inquiétez pas, parce que mon mari sortait à 4 heures, fermait son bureau à 4 heures, à 4h20, il était à la maison. » Un jour, il est allé à une réunion d'optimistes parce que il y avait des copains qui le disaient « Venez, Monsieur Gonzalez, venez. » Puis il dit, je vais aller voir Irène, je vais aller voir. Et quand il est revenu, je lui dis, puis, il me dit, peux-tu me dire que font tous ces hommes ensemble? Ils sont pas bien chez eux. Ça voulait tout dire. Ça voulait tout dire. En plus de ça, notre fille aînée était atteinte de paralysie cérébrale. Ça fait ça a été notre devoir à tous les deux. Et on était tous les deux pour elle et avec elle. Et jusqu'à ce que ça soit plus difficile parce que pour les coucher, on a commencé, nous aussi, à être un peu fatigués. Alors là, elle est rentrée dans un CHSLD à Pointe-Claire, à Bayview. Et puis, quelque temps après, mon mari a été malade. Alors j'en avais un à l'hôpital, j'avais Pascal, mais tous les jours, j'étais chez l'un, chez l'autre. Finalement, j'ai écrit une lettre carrément au ministère en demandant que mon mari soit placé avec sa fille. Ça s'est fait je pense que la personne a reçu la lettre et elle a téléphoné à Bayview en lui disant de me mettre en priorité sur la liste. Ça s'est fait tout de suite. Je peux pas dire de ce côté. Alors, j'ai toujours eu des satisfactions. On a travaillé fort, mais ça a toujours été des récompenses. Ça fait que j'ai aucun regret, sinon celui de ne plus l'avoir auprès de moi. Ça fait plusieurs années? 13 ans. Ça va faire 13 ans le 19 de ce mois-ci. Est-ce que la peine, la douleur, non? Je lui parle, puis je pleure près de tous les jours d'ailleurs. Il m'a donné la plus belle vie qu'on puisse avoir. Il n'y avait pas une petite raison pour que je reçoive des fleurs, que à chaque fête, à chaque anniversaire, c'était des bijoux. Et
allait pas chez ceux qui font les faux diamants, là. Non, il allait chez les vrais. C'était pas des pacodilles, là. Non, c'était pas des pacodilles. C'est quoi pour vous le plus beau cadeau que vous avez offert à vos enfants? La plus belle valeur? C'est la stabilité et c'est l'amour qu'il y avait dans la famille. Je crois que c'est ça qui est le plus important dans la vie. C'est cet amour qu'on se donne les uns les autres, et pas seulement au niveau de ma famille immédiate, mais toutes mes nièces. On a immigré toutes les 4 frères et sœurs ici au Canada en même temps. Ils nous ont suivis à peu de distance, mais on a toujours été tous ensemble. Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est vraiment important parce que ça vous a manqué dans votre enfance? De quoi? La stabilité. La stabilité, on l'avait avec ma mère, mais puis mon père, on s'écrivait, on a appris à écrire des lettres, même très très jeune, parce que quand mon père est parti en 39, ma petite sœur avait 20 jours. Ma mère venait d'accoucher de la troisième fille, et elle avait 20 jours quand il est parti en 39 se battre contre les Allemands en France. Alors, et puis après, il est mort à 46 ans, quand il est revenu d'Indochine. Papa, on l'aimait beaucoup, on était contente quand il était là, mais c'était une figure de passage tout le temps. Vous avez eu combien d'enfants? J'ai 4 enfants. J'ai eu 4 enfants. Mon aîné était atteinte de paralysie cérébrale, contractée par une maladie en Algérie. Chez les nouveau-nés, ça se transmettait avec le lait. Et puis, elle a été la seule rescapée il y avait 8 cas. À l'hôpital, il y avait 7 cas qui sont morts. Les enfants sont tous morts. Mais ma fille, elle avait sa cloche elle était dans une clinique privée, avec sa cloche à oxygène sur elle pendant tout le temps. Alors, elle a été sauvée comme ça. Mais, au fur et à mesure qu'elle grandissait, on a vu se développer la maladie. Et elle est morte à 62 ans. Oui. Et les dernières années, je lui préparais tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait. Je faisais la cuisine, parce qu'il fallait tout lui donner en purée, sans ça elle s'étouffait. Alors, et vous aviez quel âge à cette époque-là, quand elle avait 62 ans? Quand elle avait 62 ans, moi j'en avais 23 de plus. Vous paraissez pas votre âge. J'ai 87 ans. 88 au mois d'août. C'était important pour vous de tout préparer, d'être... Mais non seulement j'étais présente, j'apportais tous ses repas, tout son linge. C'est moi qui m'occupais de tout ça. Alors, et puis, la seule chose, j'avais pas le droit, moi, d'aller le lui porter. Ça, c'était mon mari. Mon mari allait le lui porter. Alors moi, quand j'avais le temps, j'allais passer du temps avec elle, mais c'est pas moi qui faisais les commissions du linge puis des repas. C'est mon mari, là, il me disait non, j'y vais. Après, quand il a commencé un petit peu à perdre des notions,
Un jour, il s'est perdu. Là, il y avait une route barrée. Il a voulu passer, puis il est allé se promener je sais pas où. Moi, je l'attendais, j'étais inquiète. Mais quand je lui disais, écoute, laisse-moi conduire, laisse-moi y aller. Non, il refusait, il voulait continuer, mais... Est-ce qu'il y a une maladie qui s'avait développée chez votre mari par rapport à ça, les cognitions? On a appelé ça de la démence parkinsonienne. Mais c'était une démence très, très douce, hein. Il prenait la zapette, puis il me disait, comment je peux pas faire H2O avec ça? Alors, quand il reprenait une petite conscience et que je lui disais, je répétais sa question, il me disait, laisse faire. Mais s'il était parti, là, il me disait, tu fais exprès de pas comprendre, Irène? Mais toujours avec douceur, jamais d'éclat, de gros éclats, jamais. Pourquoi c'était si important pour vous, l'éducation? Ben, parce que mes parents n'en avaient pas. Mon père avait comme un niveau certificat d'études primaires. Et maman, elle, je m'en pense même pas. Elle a appris à lire au son, puis elle écrivait presque au son. Alors, moi, ça a été... Il y avait pas d'autre. Pour moi, à l'école, et j'avais aucune aide à la maison. Je pouvais avoir aucune aide à la maison. Ça fait que je dévorais des livres, j'étais toujours en train de travailler et je réussissais très bien. Même en gymnastique, j'étais premier prix. J'étais très forte. Ça serait quoi la plus belle valeur que vous pourriez souhaiter ou que vous trouvez important que vos générations futures acquièrent? Oh. La lucidité. Dans certains cas, s'arrêter puis se poser des questions. Je pense que c'est le meilleur moyen de pas faire de faux pas. Et la connaissance de ses limites. Parce que, malheureusement, de nos jours, là, les limites, quand on regarde les gens parler, on se dit, l'éducation a failli de ce côté-là. Mais c'est pas tout le monde. Il y a du bon monde encore. On met beaucoup de fautes sur l'enseignement. Je trouve qu'on rend beaucoup l'éducation responsable, les établissements responsables. Moi, j'ai vu se détériorer dans certains milieux. J'ai vu se détériorer ce respect qu'on avait pour les enseignants. Et j'ai eu des parents assez idiots pour dire des bêtises de l'enseignante à leurs enfants. Mais j'avais une directrice qui était assez intelligente pour prendre ce bonhomme-là et lui dire « Comment est-ce que tu parles d'un tel ou d'une tresse devant ton fils ?» Et puis, elle l'avait fait se mettre à table. Quand elle lui avait dit « Est-ce que tu veux que je le change de classe, ton fils? »« Oh, non! Irène enseigne bien.
Mais Irène, elle le laisse pas faire tout ce qu'il veut. Puis c'est comme ça aussi, je trouve, d'avoir un cadre. C'est ça. Et c'est pas forcément avec, comme on dit, avec un bâton qu'on dirige une armée, mais c'est avec la compréhension, puis avec des explications. Puis moi, j'ai toujours agi comme ça avec mes élèves. Alors, je les ai respectés et je pense qu'ils m'ont respecté aussi. Et surtout, ils m'ont aimé. Ça, je le sais. Quand je suis partie, il y a eu énormément de parents qui sont venus au bureau de la directrice. Et comme elle était nouvelle directrice et qu'elle ne me connaissait pas complètement, elle me dit, elle dit, je sais pas, elle dit, tout le monde vient me voir. Est-ce qu'ils vont faire ça avec Irène, comme Irène? Est-ce qu'ils vont aller à la piscine comme avec Irène? Est-ce qu'ils vont apprendre à lire comme avec Irène? J'ai eu les récompenses de mes enfants et de leurs parents aussi. Je le sais qu'ils m'ont apprécié. C'est ce qui me permettait de continuer à le faire. Ben, je vous souhaite une bonne santé puis un excellent voyage. Oui, j'ai hâte.